Alors, il y a confusion ici entre trois opérations mentales élémentaires. Enfin, c'est pas qu'il y a confusion. Si, il y a confusion quelque part, puisque l'animal est défini par une coupure. L'humain est défini par une coupure qui, de l'autre côté, ne définit pas l'animal. Donc, on est sur une logique où on va faire des catégories qui, normalement, sont des catégories fondées sur des partages, alors qu'en fait, ce n'est pas un partage qu'on a utilisé, c'est une coupure. Alors là, ça va retenir un instant votre attention. Ici, j'utilise le verbe « séparer ». Séparer, je mets d'un côté les entités qui ont certaines propriétés et de l'autre côté des entités qui ont d'autres propriétés ou d'ailleurs qui n'ont pas les précédentes, peu importe. Quand vous faites passer une coupure, en général, vous le faites pour trier. Vous avez tout un fatras d'objets hétéroclites sur la table, vous avez besoin de trier vos objets et vous utilisez des opérations de séparation. Vous n'êtes pas tenu de nommer ce que vous triez. Mais malheureusement, les humains sont ainsi faits qu'ils ont absolument besoin de désigner ce qu'ils ont trié. Alors, ils vont dire, à droite, j'ai mis ceux qui ont les plumes, et puis à gauche, c'est ceux qui n'ont pas les plumes, et puis on va inventer un nom. À droite, j'ai ceux qui ont les vertèbres, c'est les vertébrés. À gauche, j'ai mis ceux qui n'ont pas de vertèbres, ce sont les invertébrés. Et patatras, j'ai forgé en disant cela un concept fondé sur une privation. Un invertébré, c'est qui n'a pas les vertèbres. Alors, admettons que ceux-là soient des invertébrés, on ne parle pas des bleus, là, puisque les vertèbres, c'est les jaunes qui les ont. Quand on dit qu'un escargot ou un ver de terre est un invertébré, on ne dit rien de l'escargot ou du ver de terre. Parce qu'en fait, la vertèbre est ailleurs. Et ça, c'est une difficulté qu'ont les humains de devoir dénommer ce qu'ils ont mis de part et d'autre d'une ligne de démarcation. Pour que vous vous en rendiez compte, à quel point c'est absurde, j'ai envie de vous dire, bonsoir les provinciaux. Ça va ? Bon, vous rigolez, vous le prenez bien, merci. Mais typiquement, ce sont des concepts fondés sur... qui font semblant de parler de ce qu'ils contiennent. Je ne dis rien sur Rennes quand je dis que Rennes est en province. En fait, je situe Rennes par rapport à Paris. Donc, si vous construisez des concepts sur une coupure, vous fabriquez des concepts qui font semblant de parler de ce qu'ils contiennent. Pareil pour la banlieue. Alors, bon, vous n'êtes pas concerné ici, mais si je fais cette conférence à Vitry-sur-Seine, je dis « Bonsoir les banlieusards » et ça marche. Les gens ont compris. On ne fait pas de catégorie en science. Je dis bien en science. On ne fait pas de catégorie fondée sur des privations. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, si les sciences consistent à expliquer rationnellement et collectivement le monde réel, il faut commencer par caractériser ce que l'on se propose d'expliquer. Et vous ne caractérisez pas un ensemble d'objets parce qu'il n'a pas. La liste de ce qu'un ensemble d'objets n'a pas est infinie. Je prends 3 personnes dans cette salle et je les mets ensemble et je dis ils n'ont pas de nuages, ils n'ont pas d'ailes dans le dos, ils ne portent pas de pneus sur la tête et ils n'ont pas de plumes dans le... oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez faire une liste longue comme le bras de ce que quelqu'un n'a pas, vous n'arriverez jamais à cerner la personne ou le groupe de personnes. Donc c'est rationnellement absurde de faire un groupe sur une privation. Par contre, c'est parfaitement, du point de vue scientifique toujours, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des modes de production langagières chez les humains. La psyché humaine peut très bien s'évader dans l'onirique, dans le poétique, dans le littéraire et je ne sais quoi encore, où tout est permis, bien sûr. Mais s'agissant de la géométrie des concepts scientifiques, nous nous efforçons de caractériser ce qui est, et ça va consister à faire des ensembles qui sont fondés sur des partages, c'est-à-dire on va véritablement énoncer la propriété que possèdent les membres de cet ensemble. Si les oiseaux sont dans un ensemble qui s'appelle oiseau, si la plume, si le pigeon, le poulet et le canard sont dans un ensemble qui s'appelle oiseau, c'est qu'ils portent des plumes, un bec, enfin bref, un certain nombre de propriétés qui sont communes à tous les oiseaux, et le groupe est positivement défini ainsi. Bon, ranger, c'est quand l'armoire est déjà faite, l'armoire avec différents concepts, elle est déjà faite, et puis vous assignez un objet à la bonne case ou au bon tiroir en fonction des propriétés qu'il détient. C'est facile, vous vivez tout ça dans la vie de tous les jours. Quand vous rangez
votre chambre ou votre cuisine, eh bien, vous mettez les couteaux dans le rack des couteaux et les fourchettes dans le rack des fourchettes, et vous n'avez pas idée de mettre la fourchette avec la pile d'assiettes. Bref, vous le faites tous les jours, en fait, ça. C'est assez spontané. Les blancs, dans mon propos, sont dus au fait que oui, je ne sais pas comment il faut le faire, mais voilà. Alors, en science, vous l'avez vu, sur cette même figure, ce n'est pas une logique de coupure qu'on va mettre en œuvre, mais une logique de partage. Ce qui va faire sens pour les scientifiques, c'est ce que cet humain partage avec le voisin, et ça va faire une boîte ici, qui partage d'ailleurs avec celui de juste après d'autres caractéristiques qui vont justifier la boîte juste un peu plus grande, et par un système de boîtes emboîtées les unes dans les autres, vous n'allez parler que de partage et non pas de coupure. Du coup, vous allez pouvoir avoir d'un côté un homme défini et un animal défini. L'homme, ça ne l'empêche pas d'avoir des choses en propre. Là, il a des particularités qui font que, je l'ai appelé Homo sapiens, du fait qu'il possède un langage articulé, que son gros orteil soit revenu dans l'axe des autres doigts de pied, et autres caractéristiques qui sont propres à l'humain dans la nature actuelle. Donc, en science, on est dans une logique de partage, emboîté, et non pas de coupure, vous l'avez compris. Alors, une fois qu'on a dit ça, en science, on aime bien, donc, je le disais, les boîtes emboîtées les unes dans les autres. Et j'ai mis ensemble, par exemple, tout ce qui avait protéines particulières dans la peau qu'on appelle le collagène. Parmi ceux qui ont du collagène, il y a tous ceux qui ont une symétrie bilatérale. En gros, ça veut dire que vous regardez à peu près l'organisme, il y a à droite à peu près la même chose que ce qu'il y a à gauche, c'est symétrique. Et puis, parmi ceux qui ont symétrie bilatérale, il y a ceux qui ont les deux frontaux fusionnés, et puis parmi ceux qui ont les frontaux fusionnés, il y a ceux qui ont le langage. Et rien de ce qui ne fait de vous un animal parce que vous avez le collagène ne vous empêche d'être humain parce que vous avez le langage. Les logiques par emboîtement ne donnent pas lieu à une opposition entre être humain et être animal. Ce n'est pas parce que vous êtes humain que vous n'êtes pas animal, et ce n'est pas parce que vous êtes animal que vous n'êtes pas humain. Alors, ça a l'air évident quand on regarde cette figure, mais quand on se retrouve devant un public de collégiens et que vous dites « l'homme est un animal », je peux vous dire que ça ne passe pas pour la moitié de la classe. Parce qu'il y a l'héritage monothéiste qui a passé son temps à justement extraire la spécificité de l'homme d'une différenciation et même d'une exclusion du monde animal. Ce qui n'est pas évidemment la logique des chercheurs, comme vous l'avez compris. Donc je le répète, rien de ce qui fait de vous un animal ne vous empêche d'être humain en propriété surajoutée, en quelque sorte. La science qui gère ce genre de choses, c'est la systématique, on en a parlé tout à l'heure, la science des classifications. Son objectif, c'est de relier des objets matériels, ici un sanglier, des noms qui ont vocation à être universels, sinon si on change de nom, chaque fois qu'on change de pays, on a du mal à se mettre d'accord sur ce qui existe, et puis des concepts qui sont des abstractions, des boîtes qui contiennent des objets. Pourquoi existe-t-il des collections d'histoire naturelle dans le monde? Vous avez de très belles collections d'histoire naturelle ici sur le campus de Rennes 1. Pourquoi existe-t-il des collections d'objets? Parce qu'il faut des références aux noms. Si le nom que j'ai là, il n'est pas à un moment donné attaché à un spécimen qui va en quelque sorte servir de point d'ancrage, de référence, eh bien, le monde réel, je vous l'ai dit, il est changeant et donc en fait, il ne vous attend pas. Et le monde réel qui est là, au bout de 100 ans, vous avez donné un nom à quelque chose, mais dans la nature actuelle, vous ne trouvez plus la correspondance de ce sur quoi vous avez donné un nom, parce que le vivant n'attend pas pour évoluer, il ne vous attend pas. Et donc le vivant change tout le temps, et il faut donc bien un référentiel de noms pour figer les noms aux besoins de notre langage. Car le besoin de stabilité de ces noms, il est lié au besoin de communiquer que nous avons entre nous. Il ne s'agit pas de mettre la nature dans des boîtes rigides, il s'agit simplement d'avoir un langage qui soit le plus cohérent possible par rapport à la nature qui, elle, est en dynamique. C'est la raison pour laquelle les noms changent, c'est la raison pour laquelle aussi les classifications changent.